Beste vrienden, chers amis, dear friends, I think I will never get used to it, to stand on this stage and stare into an empty Henri Leboeuf hall, and that's why I turn my back on the seats tonight. Since the outbreak of the COVID pandemic, Beaux-Arts has built a sort of reputation when it comes to organizing online events, and of course we're very happy that you appreciate our efforts. But we look forward to meeting you again here in person in this wonderful Palais des Beaux-Arts Center for Fine Arts. I'm Karel van den Broek, I'm the coordinator of Agora, and our department organizes debates, conferences and events. And one of the series we started in 2019 is called Fox in the City. Beaux-Arts is a cultural institution in Brussels, and apart from being a stage for artists, we also want to be a laboratory for urbanity and living together, a catalyst for social cohesion. We bring together institutional, cultural, social and economic actors from Brussels and beyond to discuss and shape our city of the future. And the name Fox in the City is well chosen. All over Europe, foxes move into the urban areas and they adapt to life in the city. And they incite awe, fear, but also curiosity and enthusiasm. Urban foxes live in two worlds, their old habitat in the wild and the civilized world in the city. In 2020, a completely different and very dangerous life form, a virus, spread all over the world and also in this city. And tonight, inspired by the panel that was composed by the Brussels Academy, our dear friends of the Brussels Academy, we will be rethinking Brussels in a city in times of a health crisis. I wish you a very inspiring evening and hope to see you soon in the flesh. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement de nous suivre depuis chez vous. Good evening everyone. Thanks for following us tonight. Je suis très heureuse au nom de l'ensemble de l'équipe de Brussels Academy d'inaugurer cette nouvelle saison Fox in the City organisée en partenariat avec Beaux-Arts Agora. Il y a un an, nos regards étaient portés vers la province d'Hubei et la ville de Wuhan en Chine. Nous commentions avec stupéfaction l'émergence d'un nouveau virus, nous rappelant ainsi que nos vies sont entrelacées à tous les êtres vivants. D'abord perçu sans doute naïvement comme un élément lointain de nos existences européennes, le virus a suivi les chemins de mobilité globaux que sont les voies maritimes et aériennes notamment. Le géographe français Michel Lusseau rappelait récemment avec justesse une autre échelle de sa diffusion, qui est celle de la ville. En effet, nous dit-il, le virus prospère où les concentrations urbaines sont les plus fortes et donc où les liens sociaux sont les plus actifs. De simples réalités géographiques sont semues dans certains médias par la voix de certains politiques, par une stigmatisation de villes comme Anvers, Bruxelles, Paris, Londres, New York. Dès le mois de mars 2020, la réponse politique pour limiter la propagation du virus et de préserver nos systèmes de santé a été l'organisation d'un premier, puis d'un deuxième confinement. Ces choix remettent aussi en question l'urbanité qui se fonde sur la vie relationnelle et la diversité des activités économiques, sociales et culturelles. La salle Henri Leboeuf, dans laquelle nous nous trouvons ce soir, vidée de ses acteurs et de ses spectateurs, en est le parfait symbole. Au début de l'année 2021, comment restaurer cette urbanité ? What future do we want for Brussels after the crisis of COVID-19 ? Voici l'objet de notre conférence et débat de ce soir. Pour ce faire, je vais d'abord céder la parole au professeur Éric Corein, philosophe et sociologue de la VUB, grand spécialiste des études urbaines et de Bruxelles, qui va nous partager quelques éléments d'analyse sur cette perspective post-Covid. Ensuite, nous nous retrouvons avec plusieurs experts que je vous présenterai tout à l'heure pour poursuivre le débat. Éric. Bonsoir tout le monde. Je dois vous avouer que en préparant cette introduction et pour vous donner quelques arguments, en fait, la préparation était sur un sentiment de profonde irritation et frustration du niveau très bas du débat.
du débat sociétal. Depuis presque tout un an, on est dans une crise que l'humanité n'a pas connue jusqu'à présent. Il y a eu des pandémies, mais il n'y a pas eu cette mondialisation, cette pandémie mondiale qui, dans le contexte actuel. Et en réalité, on a fait des débats sur le port ou pas des masques, sur l'horaire du confinement, si c'était bien de rester à minuit ou chez soi ou à 10 heures. Et très peu de débats sociétal. Et donc, en fait, c'est un peu un argumentaire à partir de cette irritation que je vais vous livrer. C'est quoi ce retour à la normale dont tout le monde parle? Donc, disons, l'argument de base de mon introduction, c'est que ce normal est parti pour toujours et ne va pas revenir, et que nous devons donc réinventer un normal, refaire la société à partir de la situation actuelle. Et de dire qu'on va retourner à janvier 20 comme si rien n'était une fois que tout le monde est vacciné, je pense que c'est vraiment de la foutaise. Premier grand sujet de réflexion, c'est que la crise dure plus longtemps que prévu. Je ne dis pas prévu par certains peut-être, mais j'entends encore les virologues nous parler en février, où ils nous disaient « calme, calme, ça va prendre du temps, ça va être au plus vite, mai ou peut-être début juin qu'on va en sortir ». On est sorti en juin comme si la pandémie était terminée. Et actuellement, d'ailleurs, on est en train de discuter avec la vaccination comme si cette chose ne va pas donner une troisième vague. Donc, premier élément de ma réflexion, c'est que ça dure plus longtemps que prévu. Et dans ces conditions-là, il faut donc bien réussir que la normale dont on parle, c'est au plus tôt septembre 21. Alors, quel est le sociologue ou le politologue qui peut nous dire qu'après plus d'un an et demi, presque 2 ans, la société peut retourner à une normale avec différents éléments? On ne sait pas comment nos habitudes, nos comportements qu'on nous a obligés de changer vont reprendre après. Est-ce qu'à Bruxelles, ça va être de nouveau la grande embrassade comme avant, ou est-ce que la distance fait partie de nos comportements? On ne sait pas comment la réorganisation du travail va vraiment fonctionner. On ne sait pas si la réouverture va concerner tout le monde. On nous parle actuellement de dizaines de milliers de faillites. Est-ce que tous ces restaurants, tous ces cafés, toutes ces infrastructures qui sont fermées actuellement, est-ce qu'ils vont être réouverts comme en janvier 2020? Et les secteurs en crise, l'aviation, le tourisme, la logistique, comment ils vont reprendre? Est-ce que ça va être comme il y a 1 an et demi? Et donc, en fait, je pense que tous ces questionnements-là nous amènent à être beaucoup plus prudents sur le futur. Je ne pense pas donc qu'on va retourner à la normale, pour ne pas parler d'ailleurs de l'aménagement du territoire dont on a besoin, de la dette publique qui est très haute, du pouvoir d'achat qui va être atteint, etc. Donc en fait, je pense que la crise est sous-estimée. Et donc je vais vous présenter cette thèse, cet argument, cette réflexion. Premier élément, c'est une crise sanitaire et donc nous devons faire le bilan, disons, des soins de santé, avec un grand respect de tous ces gens qui ont tenu le coup et qui doivent encore tenir le coup actuellement. Mais, il faut le dire, et ça m'a toujours étonné, interrogé, disons, le curseur de toute la politique était les hôpitaux et puis le carrying capacity, les capacités des soins intensifs là-dedans. Très peu on a parlé de la première ligne. Alors, s'il s'agit de repenser des pandémies, parce que ça va revenir, etc., nous devons quand même repenser les soins de santé de première ligne. Et dans ce sens, je pense que tout un débat
doit être ouvert de comment, disons, se comporter dans le futur, comment nos comportements peuvent rentrer dans cette option sanitaire qui est nécessaire. La vaccination ne va pas terminer le danger d'une nouvelle crise, de nouvelles attaques de virus, etc. Donc nous devons réfléchir cela et je pense par exemple que concrètement les mutualités pourraient redevenir des mouvements sociaux pour mettre en débat vraiment, disons, l'entraide sanitaire et pas seulement un système qui ne soigne que les malades et actuellement les malades, disons, qui sont très malades. C'est-à-dire, je pense que nous devons avoir une politique sanitaire et faire le bilan de cela. Deuxième réflexion, c'est qu'il est clair actuellement que la pandémie, qui a une origine, disons, de notre rapport, notre mauvais rapport à la nature, repose tout le problème de la crise écosystémique. On parle beaucoup, et je pense que pendant la pandémie, la conscience s'est développée là-dessus, de la crise climatique et donc de la nécessité de faire une politique climatique plus pertinente. Mais ceux qui s'occupent que, disons, de la crise climatique, pour eux, c'est une question d'émissions, de réduire les émissions. Ce qui est devenu clair pour moi actuellement, c'est que la crise climatique réfère en réalité à une crise écosystémique très profonde, une crise écologique sur la diversité, la biodiversité, notre empreinte écologique trop forte, etc. Et disons, la crise nous a montré aussi quelques failles de notre environnement urbain. Dans les quartiers populaires où les gens n'ont pas les logements adaptés pour être confinés et avec des espaces publics pas adaptés, il est clair qu'il s'agit de plus qu'une crise climatique seulement, il s'agit de vraiment repenser notre rapport à la nature et notre rapport à l'espace. Et ça m'amène donc à la troisième réflexion. C'est-à-dire que si on réfléchit, disons, l'issue de la crise, il y a des nouvelles urgences. Si on veut vraiment faire une politique sanitaire élargie et si on veut s'adapter à la crise écologique, il est clair que l'économie, la façon de faire société doit être repensée fondamentalement. Et il y a une autre raison pour cela, c'est-à-dire que c'est que la crise, la pandémie, a arrêté d'une certaine façon la mondialisation sauvage comme elle a été introduite pour les 3 ou 4 dernières décennies. C'est-à-dire, il est clair qu'il est mis à l'ordre du jour actuellement comment mieux employer les ressources et les ressources naturelles, mais comment mieux les employer aussi dans un contexte de proximité, dans un de circuits courts, etc. Et donc le modèle économique doit être repensé fondamentalement. Ce qui m'amène au quatrième argument, c'est que cette économie de proximité, où les ressources, les talents et les besoins de base doivent être, disons, beaucoup plus, pensés dans le local, dans la localité dans laquelle on est. Pour nous, Bruxellois, à Bruxelles ou la métropole bruxelloise, je pense que cette économie locale n'est pas pensée du tout. Il n'y a pas vraiment au niveau du politique, au niveau du gouvernement bruxellois, par exemple, ou d'autres métropoles, grandes villes dans notre pays, il n'y a pas la réflexion quel type d'économie pouvons-nous faire pour fournir à nos besoins de base, aux besoins sociaux, etc., à partir des ressources qui sont là. Et donc, la relance socio-économique n'est pas une relance simplement de l'ancien marché et de l'ancienne organisation comme il était. Et donc, ça nous amène à la réflexion qu'il est besoin de repenser
en fait les sphères, disons, du changement ou du développement durable, où les trois sphères, le social, l'environnement et l'économie, sont en réalité, pour le gros, encore séparées, où il y a une petite surface qui est commune et qui est pensée. Et moi, je pense que les trois cercles doivent être superposés les uns sur les autres et que donc faire société doit inclure l'économie, que l'économie n'est pas un secteur à part. Et donc la relance économique doit penser les coalitions. Ce n'est pas les entrepreneurs seulement, l'entreprise seulement qui doit mener l'économie. Nous devons penser le rapport entre le marché, entre ce que les autorités, ce que le politique, ce que l'État doit faire et tout ce secteur nouveau qui devient de plus en plus important, le secteur des communs. Alors comment est-ce que ça va faire une économie ensemble? Donc nous avons besoin d'un plan de développement urbain qui incorpore toutes ces activités. L'économie urbaine n'est plus l'économie simplement, disons, des entrepreneurs. Et donc la réflexion doit aussi inclure un changement culturel et mental, c'est-à-dire surtout à Bruxelles, qui, je ne vais pas rentrer dans le débat institutionnel de Bruxelles, 19 communes, 2 communautés, une région qui n'a pas de rapport institutionnel avec son hinterland, et tous ces changements ont besoin naturellement d'être pensés plus largement que la région de Bruxelles seulement. Ce n'est pas là le sujet, mais je pense que nous devons d'une certaine façon changer de la mentalité Covid, la peur de mort, l'appréhension de l'autre, l'égocentrisme aussi qui a été présent chez nous, et en faisant vraiment un projet de remobiliser, de relancer la société après le confinement, et que donc faire des programmes spéciaux de mobilisation dans l'enseignement, la culture, les arts, les médias, penser les fêtes, etc. Et donc personnellement, là je crois que vraiment nous devons prendre à cœur ce projet de devenir capitale culturelle de l'Europe en 2030, pas seulement pour faire un beau projet ici de 10 ans, mais pour en faire un levier, disons, de travail pendant 10 ans, de mobilisation des mentalités bruxelloises, du cosmopolitisme bruxellois, de l'interculturalité, et donc en faire vraiment un projet assez développé. Et naturellement, tout cela amène à quelque chose de très important, c'est qu'il est clair que les secteurs, comme ils sont organisés actuellement, ne peuvent pas faire cela seuls. C'est-à-dire, ce n'est pas l'économie et ceux qui sont actifs dans l'économie qui vont relancer l'économie, ceux qui sont actifs dans la gestion qui vont relancer l'État, les citoyens qui vont relancer les comités citoyens, etc. Il faut remodeler cela, il faut penser les partenariats. Et donc un partenariat public-privé dans les projets concrets, des projets de coproduction, mais aussi les grands partenariats entre, disons, le public-public, le grand secteur public qui ne travaille pas toujours très bien ensemble, le public-privé, et aussi le partenariat avec la société civile. Et cela pensé, selon moi, selon les échelles qui ne sont pas encore très bien incorporées à Bruxelles, les échelles du plan régional de développement qui définit l'échelle du quartier, mais aussi l'échelle régionale et l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire de travailler à ces niveaux-là. Et pour cela, je pense à une possibilité d'organiser des états généraux de la relance, c'est-à-dire de faire un grand événement ou un grand processus de débat social qui ferait un projet commun pour la relance après Covid. Et donc, pour conclure, quels seraient alors les grands enjeux ou les grands points que nous devrions, je pense, mettre en route à Bruxelles? D'abord,
plus de transparence et plus d'ambition pour un plan de relance post-Covid, où l'économie essentielle et de proximité est pensée et développée, où les partenaires sont mis en place et où les transitions durables doivent vraiment être mis dans un plan de transition de 5 ans ou de 6 ans, là où le peuple bruxellois peut comprendre ce qui va se passer. Ensuite, il est nécessaire, je pense, de penser beaucoup mieux à Bruxelles les coalitions et les moyens de transition. Je vous ai parlé des partenariats, ce qu'on appelle dans la littérature des coalitions de développement, et de les faire par échelle, de travailler dans les quartiers, de travailler à la niveau de la région, de mettre en place ces partenariats-là. Et un élément très spécifique, je pense, pour Bruxelles, c'est de travailler et de faire une négociation avec la périphérie, avec le Pajottenland sur l'agriculture urbaine, avec Leuven et Louvain-la-Neuve sur Smart City et le développement de la recherche, par exemple, avec le Nord et le Sud, le redéveloppement du canal sur le développement post-industriel, etc., de vraiment faire cette négociation dans la métropole bruxelloise. Et le dernier élément de tout cela, c'est que sans mobilisation de la population, sans donc une information, une campagne, etc., le post-Covid risque de produire plus de dépression que de joie et de fête. Je pense absolument qu'il faut une programmation de la participation et de la coproduction, et donc de l'information, de la discussion, de l'animation, et de nouveau à ces différents niveaux. Et là, je pense que les États généraux pour Bruxelles 2030 pourraient être une idée mobilisateur pour sortir de ce Covid. Voilà mes réflexions. Je pense que les partenaires et les idées sont là. Ce qu'il faut vraiment faire à Bruxelles, c'est de se donner cette ambition et d'arrêter de discuter sur comment il faut porter les masques ou si c'est à 10 heures ou à minuit qu'on peut sortir, qu'on doit rester à la maison, mais de vraiment prendre le post-Covid maintenant que la vaccination va commencer et donc de commencer une programmation pour qu'à la fin de l'année 2021, on sait où on va dans une programmation de 10 ans de reconstruction de la société et une meilleure société qu'avant. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Eric, avant de commencer ce débat, je voudrais quand même présenter les membres de notre panel de discussion ce soir, en commençant par la présence d'Olivia Venet. Vous êtes avocate et présidente de la Ligue des droits humains. Sur votre droite, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Olivier de Schutter. Vous êtes juriste et professeur de droit international à l'Université catholique de Louvain et vous êtes également rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Eric, je t'ai déjà présenté. Nous avons sur ta droite Madame Fatima Zibou, qui est politologue. Donc les recherches que vous avez menées portent également sur les expressions culturelles et artistiques des minorités ethnoculturelles à Bruxelles. C'est un point que je souligne parce qu'on aura l'occasion de parler de culture et d'art. Vous êtes également présidente du think tank bruxellois Ola Magna et chargée de projet auprès d'Actiris. Ensuite, j'ai le plaisir également de recevoir le philosophe Lieven de Kouter de la KUL Leuven. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la culture, l'architecture et la ville, donc on aura l'occasion avec vous de débattre plus généralement de cette voie que pourrait prendre Bruxelles en 2021. Et je vais conclure par Madame Sarah de Bouc, qui est docteure en études urbaines et qui est depuis peu directrice du service connaissances territoriales chez Perspective Brussels. Voilà. Je pense ne pas avoir été trop longue pour vous présenter chacune et chacun. Comme vous l'avez vu, on a essayé de réunir une diversité d'hommes et de femmes avec des points de vue et des expertises diversifiées. Avant de commencer ce débat et d'entrer dans des considérations et des thèmes un peu plus précis, je vais vous demander à chacune et à chacun de réagir aux propositions qui ont
été faites par Eric et à ses analyses. Et je vais commencer avec vous, Madame Olivia Venet. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'abord de nous inviter, de pouvoir être là. Alors, on n'est pas tout à fait ensemble avec le public, comme vous l'avez dit, on le regrette, mais quand même, vous nous donnez un peu envie de nous projeter dans l'avenir, d'ouvrir des perspectives, de voir les choses qui sont possibles. Et rien que pour ça, j'ai déjà envie de vous remercier parce que dans ce moment difficile qu'on traverse tous, c'est tellement important d'essayer d'imaginer l'avenir et de voir les choses qui pourront s'ouvrir à nous. Alors, plusieurs réflexions. Je vais évidemment parler depuis mon regard à la fois d'avocate et de présidente de la Ligue et faire quelques petites remarques dans un temps assez court. Je crois qu'on n'a pas envie d'un retour à la normale que c'était avant, en janvier 2020. Ça ne semble pas possible, je vous rejoins complètement là-dessus. Je pense aussi que ce n'est pas souhaitable. Et je suis quelqu'un de très optimiste et donc j'ai toujours envie de croire que ça va pouvoir permettre de porter des opportunités. Mais il faut aussi être réaliste. Il y a manifestement des dangers aussi d'être marqué négativement par ce qui est en train de se passer dans cette crise. Ce qu'on a vécu déjà et ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, j'ai un peu le sentiment que pendant la première vague, on était dans un moment de peur de la maladie, de peur de toucher les autres, de peur d'une personne qui tousse, de peur de tomber malade, de peur de mourir. Mais on était aussi dans un grand moment de solidarité et de communion un peu avec les autres. Et l'idée rapportée par tous, et on s'était tous centrés là-dessus, qu'on allait pouvoir recentrer les priorités politiques sur nos besoins essentiels, la santé, l'enseignement, la protection des plus vulnérables, et comment est-ce qu'on allait pouvoir recréer une société demain qui allait faire ça. Et c'est des revendications aussi qui sont des revendications anciennes de la Ligue, le refinancement des soins de santé, l'exercice collectif des droits. Il ne faut pas croire que les droits et libertés individuelles, c'est des choses qu'on fait tout seul dans un coin. C'est bien sûr collectivement qu'on exerce nos droits et nos libertés. Et ce que je vis, moi, et ce que je constate aujourd'hui sur cette deuxième vague, et c'est peut-être ça qui est plus inquiétant, c'est qu'on est dans une autre forme de peur, et je crois qu'elle est induite par la posture prise par les autorités, et qui me paraît être fort différente. C'est une posture très répressive, avec des sanctions pénales très lourdes, avec un impact très discriminant de ces sanctions pénales, et on est un peu dans la peur de la police, la peur de la dénonciation, la peur de son voisin, la peur du contrôle. Et je le regrette sincèrement parce que cette solidarité qu'on avait dans cette première vague, on la perd un petit peu ici. Et avec tout un dispositif, surveillance, visite domiciliaire, on a parlé des drôles, on a parlé de rentrer chez nous le soir de Noël, eh bien, j'ai le sentiment que malheureusement, ça a des effets, des dommages collatéraux importants, les dénonciations déjà, mais aussi la défiance à l'égard des autorités et l'augmentation de la violence. Et là, je parle notamment des violences policières qu'on a vues ces dernières semaines. Je crois que les exemples sont frappants. Mais aussi de la violence à l'égard des policiers, parce que surveillance, contrôle, sanction impliquent nécessairement plus de violence. Alors, j'ai envie de rebondir sur le mot que vous avez utilisé, inclure, participer, être ensemble, parce que j'ai aussi envie de finir sur une touche positive, cette possibilité que j'ai de faire des remarques à ce que vous avez dit. J'ai vraiment le sentiment que c'était un moment où on aurait pu rajouter de la participation à cette démocratie, où on aurait pu inclure plus le citoyen comme on le sentait dans la première vague. Et ce n'est pas ça ce qui a été décidé par nos institutions. Et vraiment, je le regrette, mais je pense aussi que ça n'est pas trop tard. Et je salue toutes les initiatives comme celle-ci de démocratie plus participative. Et vous êtes déçus du débat sociétal et je vous rejoins complètement sur ce point. Je suis très déçue de l'absence de débat démocratique. Il n'y a pas assez de débat au Parlement, il n'y a pas assez de débat au niveau du public, il n'y a pas assez de transparence sur les décisions qui sont prises, sur leur opportunité ou pas, sur le fait de pouvoir commettre des erreurs. Et je voudrais qu'on puisse ensemble et en communion, en tant que citoyen, en tant que Bruxellois investis, pouvoir reprendre à notre compte cet avenir qu'on a l'opportunité de pouvoir écrire demain, en étant non pas des citoyens qui doivent être soumis, qui sont soumis à des sanctions, qui doivent être surveillés, mais des citoyens qui adhèrent, qui sont responsables, qui réfléchissent et qui sont considérés comme tels. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus important, c'est peut-être le respect mutuel
mutuelle, de ce dialogue et la possibilité de dialoguer dans le respect et, dans la confiance ensemble. Alors voilà, j'ai l'espoir et je suis convaincue que ce type d'initiative comme celle à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est le genre de choses qui vont nous permettre d'avancer dans cette voie. Mais donc j'ai l'espoir qu'on va pouvoir avoir demain plus de démocratie encore. Merci beaucoup. Olivier Schutter, je vous laisse réagir aussi. Avec plaisir. Alors, je suis très enthousiasmé par l'idée d'Éric Orein d'organiser des états généraux de la relance et je crois qu'il faut se projeter dans l'avenir. Mais c'est vrai que pour se projeter dans l'avenir, il faut d'abord regarder ce dont cette crise a pu attester et les enseignements qu'on peut en tirer. Et je dirais qu'ici, moi, ce qui me frappe un petit peu comme Olivia Venet, c'est qu'à côté du virus que nous redoutons tous et qui a arrêté la vie économique, culturelle en grande partie depuis maintenant 9 mois, il y a eu un véritable virus de la solidarité. Et j'étais frappé, comme beaucoup, par le nombre d'initiatives citoyennes, les gestes de solidarité qui ont caractérisé la réaction du public en général et qui me donnent à penser qu'il y a là peut-être quelque chose comme un réservoir d'énergie pour le changement sociétal qu'on n'explore pas suffisamment. Et dans tout ce que mon ami Éric Orein a dit, que je trouvais très intéressant, il y a notamment un mot qu'il a utilisé, sur lequel il ne s'est guère attardé, mais qui me paraît vraiment important, c'est le mot de commun. On se rend compte qu'entre les rapports de marché, de consommateurs à producteurs, et les rapports de l'État aux citoyens et aux citoyennes, il y a une sphère de l'innovation sociale, de l'action collective portée par des hommes et des femmes ordinaires qui cherchent à inventer des solutions, qui en fait est un potentiel extraordinaire, mais extraordinairement sous-exploité pour le changement social. Et beaucoup d'exemples pourraient être donnés qui montrent combien ce tissu social est vital et extrêmement important dans un moment de crise comme celui-ci. Parce que, si vous voulez, ces innovations sociales portées par ces hommes et ces femmes qui se mobilisent pour s'aider les uns et les autres, cela amène aussi un changement de normes sociales. Et nous savons que pour aller vers une société solidaire, conviviale et écologique, on ne peut pas se contenter d'innovation technologique, on ne peut pas se contenter de réglementation juridique et d'incitants économiques, taxes et subsides. Il faut que chacun, dans son mode de vie, dans sa manière de se rapporter les uns aux autres, nous participions à ce changement. Et donc les normes sociales ont un rôle important à jouer. Alors, j'insiste sur ce point, pourquoi ? Parce que très souvent, on imagine que ces innovations sociales portées par les hommes et les femmes dans les quartiers, c'est quelque chose qui est une sorte de génération spontanée. Et il y a un proverbe africain qui exprime ça magnifiquement, je trouve, qui dit on ne fait pas grandir un arbre en le tirant par ses branches, c'est vrai, mais en même temps, pour qu'un arbre puisse grandir, il faut un écosystème fertile, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, et il faut que le sol soit préservé de tout traitement violent pour que l'arbre puisse prospérer. Et donc je crois que les collectivités, y compris notamment les communes, ont un rôle très important à jouer pour que ces innovations sociales, ces communs, puissent se développer dans des domaines comme l'énergie, l'alimentation, la mobilité en particulier. Et ceci à 3 égards, et je terminerai par là en disant au fond les 3 rôles que les collectivités peuvent jouer pour que ces communs puissent s'épanouir à Bruxelles. Premièrement, je crois qu'il est vraiment important de lutter contre les inégalités, les discriminations, parce que toutes les études montrent que lorsque une société est plus égalitaire, le souhait de s'investir dans la vie civique, dans la vie collective est plus grand, l'altruisme est plus important, on se sent partie d'une collectivité à laquelle on a envie de contribuer. Donc c'est un premier point très important. La lutte contre les discriminations et contre les inégalités a d'autres justifications évidemment, d'ordre philosophique et économique, mais il y a la contribution à l'innovation sociale que cette lutte peut également aider. Deuxièmement, et là on vient plus directement à l'objet sans doute de l'intervention d'Éric Orein, c'est le rôle des collectivités dans l'organisation de l'espace géographique. Il a parlé d'aménagement du territoire. Il y a toute une école d'aménagement urbain, peut-être que Lieven de Kouter va en parler, qu'on appelle le New Urbanism dans les années 1990, qui au fond veut recréer dans la ville des villages.
un petit peu comme Alphonse Allais disait, on va construire des villes à la campagne. Moi, je dis, il faut reconstruire des villages dans la ville, c'est-à-dire des quartiers où les gens se sentent partie d'une même vie collective, parce qu'ils entretiennent des communs, parce qu'ils ont, ils ont besoin de travailler ensemble pour entretenir des espaces collectifs, parce qu'ils ont des lieux de réunion où ils peuvent construire l'action collective. Donc il y a, dans l'aménagement de l'espace, dans l'aménagement du territoire, une vie de quartier qu'on peut encourager. Et puis, troisième levier, pour faire émerger ces communs, pour contribuer à ces actions collectives, c'est, me semble-t-il, reconnaître le droit à l'expérimentation. Dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'alimentation, de l'économie circulaire, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui voudraient se développer, mais qui sont entravées parce qu'il y a des obstacles réglementaires, bureaucratiques, des procédures, des obstacles politiques éventuellement. Or, il faut reconnaître le droit à expérimenter, c'est-à-dire de tenter de montrer que certaines expériences peuvent réussir en mettant entre parenthèses, pour un temps déterminé, les contraintes qui sinon feraient obstacle à ce que ces initiatives puissent se déployer, et en tirant ensuite, au bout de 2, 3 ans peut-être, les enseignements de l'expérimentation qui a été tentée. Le droit à l'expérimentation est un droit reconnu en France, qu'on imagine toujours un État jacobin, centralisé, qui n'autorise pas l'expérimentation territoriale, mais qui en fait a innové sur ce plan et qui a donné lieu notamment au territoire zéro chômeur de longue durée, ce qui est une belle innovation sociale. Et je pense qu'il faudrait pouvoir s'inspirer de cette expérience française, du droit à l'expérimentation au niveau local. Voilà, ça c'est au fond ce qui me paraît peut-être pouvoir être mis à l'agenda de ces beaux états généraux que Eric Corain propose de préparer. Merci. Fatima Zibou, est-ce que je vous laisse réagir peut-être aussi sur ce qui a été dit précédemment par Olivia Venet et Olivier de Scuter? Oui, merci. Et, merci Eric. Repenser Bruxelles, tout un programme. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié cette intervention parce qu'en fait, je me rends compte que dans ce contexte d'incertitude, on ne s'arrête pas suffisamment pour penser les choses ensemble, parce que les perspectives sont floues. Et quand la question a été posée d'emblée en introduction, c'est quoi ce retour à la normalité? J'étais partie en me disant, mais c'est quoi en fait? Comment est-ce qu'on imagine le monde demain? Et on est tellement déstabilisé par gérer le quotidien qu'en fait, on n'a même plus l'occasion de penser les choses avec des perspectives et avec un peu d'utopie. Et donc, on parle beaucoup du plan de relance de l'Union européenne, on parle de milliards, mais là, Eric, tu viens avec les états généraux de la relance, un plan de relance post-Covid propre à Bruxelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat de société, le débat démocratique est assez pauvre. Mais moi, ma principale inquiétude, c'est de me demander finalement, dans ces discours qu'on entend, dans ces questions, dans ces débats, dans ces mesures, mais finalement, quand on pense les choses, à qui est-ce qu'on s'adresse? Et j'ai l'impression que parfois, on oublie des pans entiers de la société. Et alors parfois, de façon caricaturale, on rigole parce que dans les mesures, on entend parler de kayak, on entend parler de ski, mais des choses qui sont à milieu de la réalité du quotidien de tellement de citoyens. Et on a l'impression qu'on s'adresse à une certaine classe moyenne. Les reportages à la télé, où on montre comment on gère le confinement avec les enfants à la maison, avec un beau jardin, avec des chambres, avec des... Je me dis, mais... Vous imaginez la violence de celui qui habite dans un petit appartement, logement social, et ça crée quelque chose, ça crée une rupture en fait, ça crée de la désaffiliation. Castells, dans les métamorphoses de la question sociale, avait développé ce concept pour parler justement de cette rupture entre les citoyens et les institutions. Et pour moi, ma crainte aujourd'hui, c'est ça. Et je crois que quand on pense Bruxelles demain, parler de Bruxelles, parler de la Belgique et parler finalement du monde de demain, c'est prendre en considération ces éléments, ces catégories de la population. Et c'est ce qu'on peut voir aux États-Unis, c'est ce qu'on peut voir aussi en France, avec tous ces mouvements, c'est véritablement cette rupture. Et tant que les politiques, les médias, ceux qui font en tout cas, ceux qui constituent en tout cas les parties prenantes du pouvoir, le mainstream,
eh bien, tant qu'il ne composera pas la réflexion de la pensée de demain avec ces populations-là, alors il sera à côté. Et c'est pareil pour ce débat ce soir. Donc, on est dans un lieu prestigieux qu'est le Beaux-Arts. Les gens peuvent nous suivre via Internet. Mais il faut aussi penser comment est-ce qu'on peut créer ces débats-là en allant vers ces populations qui ne viennent plus, qui ne viennent pas dans ces lieux. Même si je vois qu'il y a plein d'efforts qui sont faits, mais je crois que cette prise de conscience est essentielle. Et donc, pour moi, l'enjeu qui est transversal à ces 7 défis, c'est, Olivia l'a dit, c'est l'inclusion. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération dans les différents champs. Parce que même parler d'économie circulaire, l'économie de proximité, etc., j'ai l'impression que ça fait très bobo parfois et qu'on ne pense peut-être pas d'autres façons de faire économie dans une société où la précarité est importante. Et on pourra y revenir peut-être plus tard, mais il y a une débrouillardise qui a été créée avec la fermeture de tellement de petits commerces. Voilà. Pour y arriver, c'est inclure ces personnes désaffiliées à penser le plan de relance post-Covid dans la perspective de Bruxelles 2030. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du désenchantement et ça concerne beaucoup de personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, ce sera vraiment de réenchanter. Alors, on parle de réenchanter la démocratie, peut-être réenchanter l'économie, réenchanter la société, avec peut-être 3 éléments que j'ai pu écouter. C'est l'inclusion, c'est la solidarité. Et alors, quelque chose que tu as dit, Eric, qui me paraît surprenant, mais que je pense très important, c'est celui de la joie. Et donc, cet élément-là est essentiel pour demain. Merci Fatima. Lieven de Kouter, c'est à vous. Comme d'habitude, je suis assez proche de mon camarade Eric qui fait des plans pour un futur autre. Je suis peut-être un peu moins optimiste par nature. Mais enfin, quelques notes. Donc, en grande ligne, d'accord. D'ailleurs, j'ai fait tout au commencement de la crise un manifeste post-corona qui est très, très proche du plan Sophia, qui a écrit, entre autres, par Eric et tout un consortium de médias. Mais donc, quelques notes. En effet, comme Marion a dit, je crois que l'urbanité elle-même est en crise. Et donc, c'est quand même très, très important de voir ce que j'appelle cette logique capsulaire qui nous emprisonne, de la bulle, du masque. Donc, il y a quelque chose de fondamental dans notre vie qui est en crise, qui est quelque part à l'arrêt et qui, comme Eric a bien dit, ne va pas revenir demain. Je crois que, autre note peu technique peut-être, mais aussi très politique à la fois, je crois que Eric, pour une fois, a été trop chaste. C'est-à-dire, il n'a pas employé le mot que je crois est fondamental pour sortir de cette crise, c'est le mot néolibéralisme. Il faut en finir avec le credo et les dogmes du néolibéralisme, qui ont mené d'ailleurs à cette précarisation. Donc, pour moi, cette crise démontre la faillite du néolibéralisme, que tout est économie. La faillite de cet égoïsme qui est quelque part l'entrepreneur comme l'héros de la société. Non, ce n'est pas l'entrepreneur, c'est les gens qui sont dans les soins. Et ça, cette crise nous a démontré d'une façon exemplaire. Et je crois que c'est très, très important et je crois que les médias ne font pas suffisamment leur boulot là pour démontrer ce faillite d'une sorte de pensée unique de 30 ans et plus. Donc au moins depuis Reagan et Thatcher, tout le monde, gauche et droite, est imbriqué de ce néolibéralisme. Autre leçon qui est un peu sous-entendue chez Eric, mais qui je crois que est très importante de cette crise, c'est le retour de l'État.
le retour de l'autorité officielle de la ville, du bourgmestre, mais aussi de l'État. Donc, c'est-à-dire l'État qui était dans le néolibéralisme quelque chose d'un lubrifiant pour l'économie. On pourrait même dire le retour de la biopolitique, c'est-à-dire l'État qui prend soin de la population. Et je crois que c'est très important de voir ça parce que ça peut nous mener à dire oui, voilà, il faut une biopolitique beaucoup plus écologique. Donc élargir l'idée foucauldienne de la biopolitique, donc des soins pour la vie de la population. Et pour la ville, bon, pour être un peu plus concret, je crois que Bruxelles devrait beaucoup plus suivre l'exemple de Paris, donc la ville, comme Eric a dit d'ailleurs, la ville de la proximité, la ville de l'économie circulaire. Par exemple, Paris, la maire de Paris qui dit, Anne Hidalgo, qui dit il faut une ville à quart d'heure. Donc tout est là et Bruxelles doit y penser, je crois. Donc une ville verte, on peut penser à la boîte de la Cambre qui n'a pas été... cette bataille a été perdue pendant la crise déjà. Donc c'était quand même un beau geste, les espaces verts qui étaient tellement importants dans la ville et qui, de nouveau, a été un peu abandonné quand même à la voiture. Donc pour moi, peut-être la grande leçon de cette crise, c'est que on peut faire, et là je parle presque sur un niveau à la fois de la ville mais aussi de la planète, la crise prouve qu'on peut faire une politique très drastique, on peut faire un changement immédiat des comportements basé sur des données scientifiques. Et en vue de la crise, parce que il faut être un peu honnête, comme on dit en bon flamand, c'est du klein bier, c'est une petite chose, cette crise de Covid, en comparaison avec les catastrophes et le cluster de catastrophes qui nous attend et qui s'appelle perte de biodiversité et changement climatique. Et donc, je crois que s'il y a quelque chose d'une leçon positive pour moi à prendre de cette crise, c'est qu'il y a une possibilité réelle d'un changement immédiat de comportement basé sur des données scientifiques par un État et des autorités qui prennent leurs responsabilités. Et voilà. Merci. On va conclure cette première tournée avec Sarah de Bouc. Allez-y. Oui, j'ai l'honneur de conclure des réflexions avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Donc, comment je peux rajouter je crois que, bon, c'est clair, que l'impact économique de la crise sanitaire aujourd'hui est comparable avec l'impact de la Deuxième Guerre mondiale, mais sans la destruction de l'infrastructure. C'est un impact très invisible aussi, parce que ça se passe derrière les fenêtres, derrière les façades, et donc c'est très difficile à bien voir cet impact énorme, mais on le voit très clair dans les chiffres. On voit que même avec un revenu d'un chômage technique, les risques de pauvreté augmentent et les enjeux sont énormes. On voit aussi que l'impact est plus grave dans les quartiers denses et plus pauvres. Et pour moi, c'est très triste que dans les médias, il y a beaucoup de jugements négatifs, que c'est la faute des gens qui habitent là, que le système, que la pauvreté est quelque chose qui est systémique n'est pas reconnu dans les jugements, dans les médias. Et que ça aussi stigmatise la vie en ville, ce qui est très, très triste aussi, parce que
on a besoin des gens qui aiment bien habiter ici et qui aussi contribuent à la revenu de notre ville, qu'il y a des impôts et des budgets pour faire face à cette crise. Je pense aussi que nous avons besoin de stratégies de relance économique qui ne se concentrent plus sur la croissance économique. Et donc, c'est aussi un critique sur le système néolibéral que j'ai. Le but de notre économie, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas le profit, mais c'est le bien-être des gens. Et donc, je fais aussi partie du Foundational Economy Collective. Donc, la Foundational Economy, c'est l'économie essentielle. C'est une collective de chercheurs et des administrateurs qui pensent autrement sur l'économie et qui demande ou qui propose qu'on se concentre plus sur la consommation collective des services et produits de base comme la nourriture, le logement, la mobilité, etc. et moins sur la consommation individuelle. Et donc, voilà, je voudrais à côté d'inclusion et solidarité aussi, mettre le mot espoir, parce que nous sommes quand même des humains, c'est une espèce qui est très résiliente, même qui peut détruire, on peut nous-mêmes détruire notre propre planète, malheureusement, mais il y a un titre d'un livre que j'aime beaucoup de Rebecca Solnit qui s'appelle « Paradise Built in Hell ». Et ce livre parle des systèmes d'espoir, de solidarité, d'innovation, etc., qui se manifestent dans les crises comme lesquelles se passent aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Sarah. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Donc, avant même un petit peu cette pandémie, on observait des situations de précarité et de pauvreté, particulièrement dans notre ville. Ça a été évoqué par Fatima à l'instant, par Sarah. On avait déjà en 2016 25% des enfants qui vivaient dans un foyer où il n'y avait pas de revenu du travail, donc un quart de la population à Bruxelles. On sait qu'avec ces situations, cela va s'accentuer, les phénomènes de pauvreté, de précarité. Quel serait, selon vous, et peut-être que là, je vais m'adresser en premier lieu à Levier de Scooter, et puis je demanderai à chacun d'entre vous, s'il le souhaite, de réagir, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre, non pas pour faire diminuer les chiffres, des pourcentages, mais pour aller collectivement diminuer, ou en tout cas faire face à cette situation de pauvreté? Est-ce que ça doit passer par des soutiens plus informels, on en parlera avec Fatima Zibou? Est-ce que l'acteur État doit revenir sur la scène davantage dans nos villes? Merci. Alors d'abord, je crois qu'on n'est vraiment pas du tout au bout de cette histoire très déprimante. La crise, en fait, est un fusil à deux coups. On a déjà des impacts très importants sur la pauvreté qui résultent des confinements successifs pour toutes les, je dirais, les petits commerces, pour tout le secteur de l'économie qui est soi-disant non essentiel, mais très très important évidemment pour les revenus que cela permet de se procurer. Mais on aura bientôt une vague de faillites d'entreprises qui pour l'instant sont en fait en train de survivre grâce à des dispositifs qui ne vont pas durer éternellement et qui vont mettre par conséquent au chômage un nombre important de personnes. Donc moi je redoute un grand choc social. Alors la pauvreté, il faut bien comprendre qu'on a depuis des années une approche de la pauvreté qui repose sur une idée très classique, très 20e siècle, qui consiste à dire simplement il faut stimuler la croissance économique, augmenter le gâteau, et grâce à cette création de richesse,
on va pouvoir avoir des politiques redistributives, des politiques sociales qui protègent les gens de l'extrême pauvreté ou même qui peuvent réduire les inégalités qui sont le résultat des rapports de marché. Et ce modèle très classique qui a accompagné l'édification de l'État-providence dans l'après-guerre est un modèle qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui pour 3 raisons. 1, parce que cela suppose une croissance économique comme réponse à tous nos problèmes. Or, nous savons que cette croissance n'est pas dissociable de l'impact sur l'environnement. On n'a pas de découplage complet et donc on ne peut pas faire reposer les solutions à la question de la pauvreté, et Sarah de Bouc le disait à juste titre, sur la poursuite de cette croissance économique. Deuxièmement, au nom de la croissance économique, on a fait toute une série de choix. Dérégulation du marché du travail, libéralisation du commerce, création d'un climat favorable à l'investissement, notamment en réduisant les impôts sur les profits des entreprises, etc. Des choix politiques qui, en fait, créent de l'exclusion, créent des inégalités qu'ensuite on doit rattraper par des politiques compensatoires. Et ceci me paraît extrêmement problématique. La croissance économique, qui était censée être un simple moyen pour réaliser une société juste et inclusive, est devenue en fait très largement une fin en soi et cadenasse la possibilité d'autres politiques. Et puis, troisièmement, ce modèle de lutte contre la pauvreté, en fait, impute aux personnes en pauvreté la responsabilité de leur situation. On leur dit, vous n'êtes pas adaptés au monde du travail, il faut se réformer. On leur dit, vous êtes des profiteurs, vous êtes des assistés, nous venons à votre secours par des politiques sociales, comme si, en fait, la pauvreté était une sorte de fait de la nature et que la société ne créait pas cette pauvreté. Et donc, je crois que ce modèle est en crise. Et s'il n'est pas en crise sur le terrain, il est en tout cas en crise comme modèle intellectuel. Et donc, il faut concevoir la lutte contre la pauvreté autrement, par ce que j'appellerais un modèle d'économie inclusive. Et l'économie inclusive, ce n'est pas juste un slogan, c'est en fait des politiques, des manières de concevoir l'organisation du marché qui garantissent que toutes les personnes vont être considérées comme ayant des talents, des compétences qu'il faut valoriser davantage en favorisant la diversité et en créant un monde du travail qui soit beaucoup plus inclusif, notamment en renforçant le droit au travail sans discrimination. Beaucoup de gens en pauvreté sont victimes de discrimination, y compris sur base de leur statut socio-économique. Deuxièmement, cela veut dire l'économie inclusive, l'économie sociale et solidaire, avec un rôle du modèle coopératif, de la démocratisation de l'entreprise qui doit être beaucoup plus important, et les entreprises qui ne sont pas uniquement orientées vers la réalisation des profits pour les actionnaires. Et troisièmement, cela veut dire des investissements dans toute une série de mesures qui peuvent faire 3 choses à la fois. Créer des emplois pour des personnes avec des faibles niveaux de qualification, réduire l'empreinte écologique et, troisièmement, fournir des biens, des services à des prix abordables pour les ménages dans la précarité. Je prends 2 exemples très simplement et je termine par cela. Investir dans les transports publics, dans les infrastructures de transport public, cela crée des emplois, parce qu'il faut évidemment des personnes qui mettent sur pied ces infrastructures, mais cela permet aussi de garantir le droit à la mobilité pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre une voiture individuelle, et cela permet de réduire évidemment la pollution qui vient de voitures individuelles. Donc ça, c'est le type de mesure qui a ces 3 impacts à 3 niveaux. Autre exemple, c'est les investissements dans l'isolation des bâtiments, qui permettent à la fois de créer des emplois non délocalisables dans le secteur de la construction, qui permet de réduire l'empreinte écologique du chauffage des bâtiments et qui permet enfin de réduire la facture énergétique pour les ménages qui habitent dans des logements mieux isolés. Donc il y a toute une série de mesures comme ça dans des domaines comme la construction, je viens de l'évoquer, dans des domaines comme la mobilité, comme dans l'énergie, l'alimentation, qui peuvent avoir ces triples impacts en matière d'emploi, en matière d'abordabilité des biens et services et en matière finalement de réduction de l'empreinte écologique. Et donc, moi je pense que la lutte contre la pauvreté doit vraiment ouvrir des nouveaux imaginaires politiques. On ne peut pas s'en tenir aux recettes classiques, croissance et redistribution. Merci beaucoup. Donc on a bien vu opérer un vrai basculement dans nos représentations de ce qu'est la pauvreté et comment il faudrait y remédier, notamment dans nos espaces urbains. Fatima Zibou, quand on préparait ce débat, on a évoqué aussi l'expression des formes de solidarité. Est-ce que vous voulez aussi intervenir là-dessus ?
en lien avec ma question sur la pauvreté notamment. Oui, c'est que face à cette crise économique et sociale qui n'est qu'à ses prémices en réalité, on a pu voir aussi l'émergence, ça a toujours existé, mais là de façon beaucoup plus forte, de solidarité extraordinaire en termes de collecte de vivres non périssables, de colis pour les personnes précarisées. On a pu voir ces longues files aussi, hein, qui paraissaient inimaginables il y a encore l'année passée, tellement c'est comment dans une ville comme Bruxelles, on peut voir dans ces rues des longues files d'attente pour pouvoir avoir le minimum pour pouvoir manger. Et donc, moi, ce que je vois autour de moi, en tout cas, c'est vraiment ces initiatives faites par des jeunes dans des quartiers, faites par des mamans analphabètes qui sont qui n'ont pas étudié, mais qui se disent on veut faire quelque chose pour notre société, on veut contribuer et qui, avec leur savoir-faire culinaire, préparent d'énormes marmites pour les redistribuer aux personnes sans-abri, aux sans-papiers, qui vont être les personnes qui vont le plus payer cette crise économique et sociale. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle W100, donc qui est une plateforme constituée de plusieurs femmes bruxelloises de toutes les origines culturelles et sociales. Et on s'est dit, chaque année, normalement, on fait une grande assemblée pour réfléchir ensemble sur la démocratie participe, nos visions de Bruxelles. On s'est dit, cette année, on peut pas se réunir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, mettons à l'honneur 100 femmes bruxelloises qui, chacune à sa manière, contribue à Bruxelles. Et donc, au début, c'est la crise des masques, hein, on ne doit pas oublier. Hein, donc, c'était certaines femmes qui cousaient elles-mêmes les masques pour le personnel infirmier. C'était des personnes qui aidaient les sans-abri. C'était des personnes qui essayaient d'investir dans toute une série de projets. C'est vraiment impressionnant. Mais à côté de ces initiatives de solidarité informelle qui sont là un petit peu à défaut de ce que l'État devrait normalement répondre, c'est que je travaille aussi à Actiris, qui est l'organisme public bruxellois de l'emploi, et je suis responsable d'un service dédié à l'inclusion et sur le marché de l'emploi des personnes discriminées. Et là, en fait, on a tous les jours des personnes qui viennent et qui sont complètement désemparées. Et donc, notre réalité à nous, c'est de voir des personnes qui étaient déjà dans une situation de fragilité et qui ne voient pas de perspective et qui se disent que dans cette précarité, dans le fait qu'il y aura moins peut-être d'emplois dans certains domaines, eh bien, il y aura une concurrence plus grande et donc il y aura une guerre des places et que ce sont les personnes issues d'eux qui vont être les plus pénalisées. Et ça crée en fait de l'angoisse, ça a un impact sur la santé mentale des personnes. Et puis, même nous, quelle réponse apporter? Alors, je suis quelqu'un de très optimiste, très constructif, vraiment. Mais là, honnêtement, j'arrive à un stade où je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne suis pas une défaitiste, par contre, et donc on va trouver des choses. Et la solution va être dans les innovations, dans des secteurs prometteurs, que ce soit dans le domaine de l'IT ou dans le domaine environnemental. Et en tout cas, le service public, plus que jamais aujourd'hui, il a vraiment une responsabilité énorme pour ses citoyens. Et j'espère qu'on va y arriver. Ça ne sera pas facile, mais on va y arriver. Peut-être, en fait, ce qui nous relie, en tout cas dans la réflexion, c'est la question de la ville et où se situe la production qui pourrait générer et créer de l'emploi. Je pense qu'on a assisté tout au long du XXe siècle une ville industrielle qui s'est peu à peu devenue une ville de services et qui a exclu aussi une bonne partie des populations à l'accès à l'emploi. Sarah Debouc, peut-être un petit mot sur l'économie essentielle. Comment relier un petit peu la production économique sans inclure forcément ces idéaux et ce néolibéralisme qui a été présent dans ces 30 dernières années. Comment créer de l'emploi en lien avec le territoire urbain qui est là, existant, et dans le cas peut-être concret de Bruxelles? S'il y a quelques éléments d'analyse qu'on pourrait partager avec les gens qui nous regardent. Ok. Si on regarde l'économie essentielle, il y a la consommation de cette économie essentielle. Ce sont les produits et les services de base de soins, d'éducation, nourriture, logement, etc.
Mais à cause de cette crise, la production était en danger de temps en temps et pour certains secteurs et pour bien provisoire ces services de base. Et c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est opportun, intéressant pour la région de commencer, ou même la région et le hinterland ou la zone métropolitaine, de commencer à produire plus de produits nous-mêmes pour être sûr qu'il y a vraiment ce garantie d'avoir accès. Mais là, évidemment, nous sommes aussi confrontés avec notre appréciation actuelle de valeur. Aujourd'hui, et c'est aussi une question de foncier disponible lié à la valeur, parce que la valeur aujourd'hui d'un immeuble est comptée, c'est une valeur monétaire. Ça veut dire que on compte l'argent à un moment donné, à un point dans le temps et à un espace très précis. Et donc, ça veut dire qu'on divise des espaces et des fonctions dans des fonctions bas-value. Ça veut dire comme la production ou un parc, parce qu'on ne peut pas gagner beaucoup de sous avec ça, et des fonctions de haute value, comme le logement ou les bureaux. Mais si ça veut dire que si on veut créer plus d'espace productif, il y a un conflit là dans l'immobilier et le prix, parce que des espaces de production deviennent très très chers et on voit que les fonctions de base commencent à avoir une compétition entre eux. On a vu ça déjà plusieurs fois à Bruxelles, qu'on décide par exemple de construire une école dans un parc, ce qui est très bizarre parce qu'on a besoin de parcs, ça c'est très clair. Et donc, on voit que les fonctions de bas-value ont une value extrêmement importante pour la société et pour le bon fonctionnement de notre ville. Et donc ça, ce sont des questions sur lesquelles je ne sais pas bien répondre parce que parfois j'ai peur que les gouvernements locaux ont le danger de ne plus être capables de réagir et d'investir dans la société parce qu'ils ne savent plus payer les prix du sol. Voilà. Merci. Je propose de passer maintenant, à moins qu'une personne veuille encore réagir à ce qui vient d'être débattu maintenant. Sinon, je propose de passer à une autre thématique de débat. Lieven? Oui. Deux petites notes, mais Oui. très courtes. Sans une fiscalité sérieuse, parce qu'il faut voir que, par exemple, le gouvernement Michel a donné cadeau, le soi-disant tax shift, 2 milliards aux entreprises. C'est-à-dire, donc la pauvreté dont on discute est quelque part une sorte d'effet assez direct du fait que le néolibéralisme, depuis 30 ans, donne l'argent aux riches et ne les taxe pas. Enfin, c'est-à-dire, c'est sloganesque, mais c'est tellement vrai qu'il faut le répéter à chaque fois. Il faut une taxation juste. Et comme ça, on a de l'argent pour investir les villes et l'État et les autorités. Donc, ce manque d'argent pour la sécurité sociale est une politique consciente du néolibéralisme. Donc, il faut en finir. Et deuxième note, juste une petite note, je crois qu'une grande promesse pour la ville du futur est l'agriculture urbaine, parce que, comme un peu a suggéré aussi dans son louange du commun, Olivier, et aussi un peu dans les discours à ma gauche, c'est que l'agriculture urbaine peut unir, et évidemment, et aussi ce que Sarah dit, peut unir un besoin écologique
direct, un besoin de nourriture direct, mais aussi intégré d'une façon presque, comment dirais-je, directe, spontanée, les différentes communautés du voisinage. J'ai vu ça à Park Farm, mais en fait, ça devrait se multiplier et devenir vraiment quelque chose de très important dans une politique post-Covid, à mon avis. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Terminé. J'avais envie de rebondir aussi parce que c'est vrai que la lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, elle est au cœur des obligations positives de l'État aussi. Et donc, on a tendance parfois à l'oublier, mais dans le système des droits fondamentaux, l'État doit lutter contre les inégalités. Donc, c'est presque une obligation. Alors, il faut trouver les moyens, mais c'est évidemment une obligation, il faut le rappeler. Mais j'avais envie de rebondir sur ce que Fatima a dit sur les solidarités et les initiatives. Moi, ça m'a porté pendant la première vague de voir toutes ces initiatives citoyennes. Et c'est vrai, il faut leur permettre de se déployer, de s'exprimer et de trouver leur place pour qu'elles deviennent créatrices de quelque chose. Et j'avais envie de parler des couturières parce que les femmes couturières qui ont cousu les masques pendant la crise, et je peux vous dire qu'il y en a qui ont tué leur dos, leur machine, leur tissu, qui ont pris dans leur réserve de tissu pour faire des élastiques, etc. Elles se sont battues pour ça et elles n'ont pas non plus été reconnues pour ça. Et tous les 2 ans, la Ligue des droits humains, que j'ai l'honneur de présider, donne un prix à une association qui s'est illustrée dans la lutte pour les droits humains. Et cette année, on a récompensé Bas les masques, qui est une association de couturières qui demande aujourd'hui simplement à être reconnues dans le travail bénévole qu'ils ont fourni pour donner des masques pendant la première crise, parce qu'on ne les paye pas et on refuse de les payer pour ce travail. Je trouve ça hallucinant parce qu'il y a des entreprises qui leur ont commandé officiellement des masques en disant vous devez nous donner des masques, mais en plus vous devez nous les donner gratuitement. À un moment, je dis, vous savez, au début, on l'a fait pour les personnels dans les maisons de repos, on l'a fait pour les résidents, on l'a fait, on était content de le faire et tout ça, mais il y a un moment où ce travail-là et cette solidarité, elle doit être reconnue, ne serait-ce qu'en indemnisation du temps de travail, de la machine, du tissu qui a été utilisé. Elles ne revendiquent même pas plus que ça, elles ne disent pas qu'elles doivent être... Et je pense que c'est en reconnaissant ces gens-là, en reconnaissant ces solidarités, qu'on va pouvoir recréer la nouvelle société de demain. Et j'avais envie de parler de ces femmes de Bas les masques parce qu'elles m'ont beaucoup émue et qu'on était très contents de leur avoir donné ce prix pour les visibiliser aussi dans ce combat. Voilà. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, on va un petit peu brosser plusieurs sujets ensemble, pas en détail puisqu'on fera des séances un peu plus approfondies au cours de l'année 2021. Je l'évoquais en introduction, l'urbanité, c'est quoi? L'urbanité, c'est la rencontre entre la densité, beaucoup de population, mais aussi la diversité, donc diversité économique, sociale et culturelle. Et on voit qu'avec les premiers confinements et maintenant le deuxième confinement, il y a un ensemble d'activités qui ont été perdues dans nos espaces urbains et qui sont très limitées. Regardons autour de nous, nous sommes sans public, sans spectateurs. Le monde de la culture et des arts souffre particulièrement. Et on est à Beaux-Arts ce soir et j'aurais aimé avoir un petit peu, pour ceux qui le souhaitent, intervenir là-dessus, comment ce secteur culturel et artistique, particulièrement vivant dans nos villes et qui constitue aussi le cœur de ces villes, on se déplace à Bruxelles pour aller à ces activités. Comment peut-il rebondir et comment doit-il s'engager dans cette perspective aussi Bruxelles post-Covid? Eric l'a évoqué avec Bruxelles 2030. Et j'aurais aimé avoir un peu vos interventions là-dessus. Je ne sais pas qui veut commencer et s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir sur... Lieven? Allez. C'est une évidence que c'est une tragédie. C'est tragique, c'est vraiment déplorable que la culture nous manque, mais nous manquons à la culture, évidemment. Et parce que, de nouveau, cette précarisation des artistes qui maintenant est vraiment très, très visible. Et donc, on parle du précariat et on pense des gars qui roulent pour Uber ou pour Amazon et qui n'ont pas de contrat et qui sont des indépendants faux, comme on dit. Mais non, c'est-à-dire les artistes sont dans un précariat profond et c'est écœurant.
mais aussi ce besoin culturel, il est là. Donc tous les idéologues, pour ainsi dire, qui ont toujours dit oui, mais la culture, il faut que la culture pense un peu plus comme l'économie, hein, parce que sinon, et donc c'est le spectateur, c'est une logique commerciale qu'il faut. Ben non. Maintenant, on a la preuve, pendant les vacances, aller au musée, c'était plein. Il y a un besoin humain, anthropologique, culturel, et il faut aussi, comme on a redécouvert l'importance des soins et des infirmières, qui sont, à mon avis, quand même beaucoup plus importants en direct que tous les CIO du monde, comme j'ai écrit. Voilà, aussi, on a redécouvert cette importance existentielle de la culture. Et je crois que les musées qui ont quand même déjà eu l'occasion de rouvrir le prouvent. Et c'était vraiment comme les parcs. Ils étaient vraiment des lieux pleins où les gens faisaient la queue pour voir une expo. Donc je crois que là, il faut aussi une sorte de Umwertung aller Werten. Il faut redécouvrir la culture comme d'une importance primordiale dans la vie de la cité. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur Olivier? Mais moi, je veux bien réagir à votre provocation et aux propos que Lieven de Kouter vient de tenir. Mais aussi revenir sur ce que Fatima et Olivia ont dit tout à l'heure concernant l'importance des initiatives de solidarité, l'association Bas les Masques, que la Ligue a récompensé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ici autour de la table en train de dire qu'il faut encourager les initiatives portées par la société civile, par les gens qui, avec une inventivité, une générosité très grande, inventent des solutions pour reconstituer des liens de solidarité entre eux et, au fond, surmonter l'absence d'État. Mais Fatima, comme Olivia, ont insisté sur le fait que l'État ne pouvait pas prendre prétexte de ces initiatives de solidarité pour se retirer. Et c'est le grand risque, évidemment, quand on fait l'éloge des communs, quand on fait l'éloge de la solidarité au sein de la société, c'est au fond de dispenser l'État d'accepter ses responsabilités. Et Olivia a dit, l'État a une responsabilité positive de porter secours, d'organiser la solidarité et de ne pas s'en remettre, je veux dire, au bon vouloir des citoyens et citoyennes. Et je pense que pour la culture, c'est un peu la même chose. Je crois que le monde culturel, le monde des artistes, a très souvent été vu, et c'est dramatique comme qualificatif, comme non essentiel. Et non seulement non essentiel, en période de crise, on peut tout fermer comme si la société n'allait pas en être affectée gravement, mais non essentiel aussi pour le financement public, parce que ça ne répond pas à des besoins physiologiques et que la société ne va pas s'écrouler du jour au lendemain parce qu'on a moins de théâtre, moins de spectacles, moins de concerts ou moins d'expositions. Et je pense que c'est dramatique. En fait, on a un auteur magnifique qui est décédé malheureusement pendant la crise, qui s'appelle David Graeber, et qui, dans un ouvrage de Bullshit Jobs, disait à juste titre que ce sont les boulots les plus importants pour la collectivité qui sont parfois les moins bien récompensés, avec les salaires les plus bas et les traitements les plus précaires. Et il disait d'ailleurs que c'est à l'inverse les professions les plus nocives, comme celle des traders, etc., qui sont les plus rémunératrices. En quelque sorte, il faut compenser les gens par des hauts salaires quand ils se rendent compte qu'ils font un travail qui n'est pas très utile et qui est même nocif pour la société. Et je pense que la crise nous oblige à revoir cette hiérarchie, évidemment. Le secteur des soins de santé, le secteur de l'alimentation, le secteur de l'enseignement sont des secteurs dont on réalise évidemment les services absolument essentiels qu'ils rendent à la collectivité, mais moi je prie pour qu'on inclue là-dedans la culture, la culture qui est au fond indispensable pour la création de capital social et donc pour notre capacité à agir comme société sur des problèmes collectifs. Oui. Oui, Fatima.
Oui, j'aimerais aussi réagir par rapport au secteur culturel et artistique parce qu'effectivement, c'est dramatique et autour de moi, j'assiste vraiment à une reconversion de ces artistes vers des métiers qui sont plus alimentaires, précaires aussi. Et en fait, dans ce projet dont on nous a parlé, Eric, il y a ce projet un projet de société. Et pour créer un projet de société, on a besoin des artistes. Parce qu'en fait, ils sont les caisses de résonance d'une vision du monde, de plusieurs visions du monde, de l'utopie aussi, de ce réenchantement. Et durant cette crise, certains artistes ont fait preuve aussi de créativité, bon, c'est leur métier. Et donc, on a vu, par exemple, à travers les Internet, comment ils sont arrivés à nous faire rire de cette crise. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir des parodies. Alors, pour les jeunes, il y a ce qu'on appelle les mèmes. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Pour ceux qui ont des ados. Et alors, sur Instagram aussi, avec des visuels retravaillés, en fait. Vraiment, et ça, je crois que les artistes, en temps de crise, ont aussi un rôle important pour un petit peu dédramatiser. C'est comment encore l'expression l'humour et le rire du désespoir, hein, c'est ça? Et donc, je crois qu'il faut vraiment saluer ce rôle-là. Mais en même temps, les concerts, les spectacles, les théâtres, les cinémas, ça nous manque. Et en fait, cette crise nous a permis de nous rendre compte combien ces lieux étaient indispensables et que c'était pas du luxe. Et à travers l'art, en fait, au fond, ce qui nous manque en réalité, et je fais le constat quand je suis chez moi et que j'écoute de la musique ou que je regarde un film, c'est... au fond, ce sont ces espaces d'émotion collective. Ce sont ces espaces d'expériences partagées où on rit, on réfléchit ensemble, on rit ensemble, on danse ensemble. Rire ensemble, cette chaleur en fait. Et je crois qu'on ne se rendait peut-être pas nécessairement compte. Et donc certains vont danser peut-être tout seuls à leur cuisine et dire ah, qu'est-ce que j'aimerais bien aller à une fête pour me défouler. Et dès que la crise est finie, je crois que c'est vraiment au programme. On se reverra et on essaiera de s'amuser et on fera des... Et donc en fait, pour répondre à ta question très concrètement, Marion, quand tu disais mais comment doivent-ils rebondir? Eh bien, je crois que c'est à travers une plus grande reconnaissance. Et en fait, on a parlé de la reconnaissance à travers ces espaces de solidarité, mais pour le secteur artistique, c'est une plus grande reconnaissance du rôle majeur qu'il joue dans la société. Et ça, c'est essentiel. Et cette reconnaissance, elle ne doit pas se faire qu'auprès des artistes, on va dire professionnels, un peu mainstream, mais aussi plein d'autres types d'expressions artistiques, encore une fois informelles. Et le risque, c'est que si on ne les reconnaît pas, ils vont créer leur propre canal de communication, d'expression, de production. Et donc, on va à l'encontre d'un projet de société idéal qui est de faire ville ensemble. Mais le risque, c'est de créer alors, du coup, plusieurs communautés, plusieurs groupes qui font culture côte à côte. Et si on veut penser à un plan de relance post-Covid, il est plus essentiel que jamais que les institutions culturelles dans leur ensemble questionnent aussi leur programmation pour faire en sorte que là aussi elles soient plus inclusives et qu'elles puissent faire venir toutes les populations qui composent Bruxelles. Le temps file et donc je propose de passer directement au troisième point, hein, qui évidemment cette soirée n'est pas exhaustive, on ne va pas débattre de tout, mais je rebondis sur l'espace de la cuisine de manière un petit peu... pour parler de l'usage du domicile comme espace de référence pour le contrôle de la diffusion du virus. Et je vais peut-être davantage m'adresser à vous tous. On a vu que le moyen de surveillance, et en tout cas dans la ville, l'accès à la ville a été limité pendant le premier confinement, un peu moins pendant le deuxième, et que l'espace de référence était l'espace du chez-soi, pour ne plus diffuser ce virus. Et on a mis un ensemble de mesures qui ont été mises en place par les politiques et on a donné des moyens pour surveiller l'application de ces mesures. Donc par l'individu, le chez-soi, je reste chez moi et donc je contrôle, mais aussi par la police. Et donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que la démocratie n'a pas été un petit peu ébranlée ces 9 derniers mois ou cette dernière année? Et quels sont les risques auxquels le citoyen doit être alerte et pour pouvoir intervenir quand la ligne rouge est franchie? Olivia, venez peut-être
en premier lieu? Alors oui, c'est une vaste question évidemment. La ligne rouge des droits fondamentaux, elle est franchie et refranchie pendant la crise, c'est évident. On a été soumis à des restrictions à nos libertés sans précédent dans la vie de l'immense majorité d'entre nous. Être confiné chez soi, ne pas pouvoir aller travailler, pas pouvoir voir des gens, pas pouvoir sortir dans la rue. Enfin, on pouvait encore sortir, c'est vrai, mais pas tous ensemble, etc. Donc, c'est très clair. Maintenant, tout ça, c'est une question d'équilibre et de mettre ça en balance avec les besoins sanitaires et la nécessité qu'il y avait pour préserver le droit à la vie, préserver les plus vulnérables, le droit à la santé, de mettre ces mesures en balance. Maintenant, c'est évident, et c'est ça qui est très frappant sur le domicile spécifiquement, c'est qu'on était un peu enfermés chez nous avec des discriminations et des inégalités extrêmement frappantes au sein même de la ville, mais aussi dans la ville par rapport à l'extérieur. J'étais très frappée quand on a voulu interdire aux citoyens de certaines communes à ne pas se rendre dans d'autres communes parce qu'on voulait aller à la plage à Ostende pour une journée ou sur la plage de Renipon qui est encore plus près de Bruxelles, et comment on se retrouvait enfermés dans notre propre ville. Et je veux rappeler que l'inviolabilité du domicile, donc qui est consacrée par la Constitution, le fait que chez soi on puisse être libre, c'est pas juste quelque chose de théorique. C'est vraiment l'idée qu'on va exercer au travers de cette liberté l'ensemble de nos droits et de nos libertés. La liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de religion. Tout ça, ces droits-là ne peuvent pas s'exprimer. C'est en fait un système global de droits. Et ce que j'ai été effarée d'entendre que certaines déclarations au moment des fêtes de Noël, on va pouvoir sonner chez vous pour voir si vous êtes 6, 8 ou 10 ou 12 ou 15. Et puis on s'est posé la question de savoir si on allait pouvoir laisser les gens rentrer ou pas rentrer. Et cette violence que ça implique, mais cette défiance aussi des autorités à l'égard des citoyens, je pense que c'est parmi les choses les plus inquiétantes qu'il y a. L'idée qu'on allait vérifier avec des drones le nombre de pizzas qui sont commandées dans une maison. Enfin, mais de quoi parle-t-on ? J'ai été très, très, très choquée par cette idée de surveillance et de sanction qui était la seule solution finalement à la réponse de chez vous, on ne va pas vous faire confiance, on ne va pas croire que vous êtes capable de le faire, alors que je trouvais que pendant la première vague, les citoyens s'étaient comportés de manière extrêmement solidaire et qu'on n'avait pas besoin de ça. Alors l'entrée dans notre domicile, mais aussi dans nos vies très privées, parce que ça n'est pas que dans le domicile, c'est aussi le fichage, le traçage du Covid. On collecte des données sur nous qui sont énormes dans ce cadre-là. On fera la même chose avec la vaccination. Alors c'est très bien la vaccination, c'est très bien de tracer le virus. Ça n'implique pas nécessairement de collecter un nombre incalculable de données qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est très bien de dire qu'il faut limiter les contacts. Ça n'implique pas de faire venir des drones au-dessus des habitations des personnes. Et donc, résolument, j'aurais souhaité qu'on prenne une autre posture à l'égard des citoyens que cette posture-là. Et ce qui me fait peur, parce qu'il y a la crise, mais il va y avoir l'après, c'est qu'on s'habitue à ce type d'entrave. On s'habitue au fait d'avoir peur de la dénonciation, d'avoir peur de la police, de savoir qu'on va pouvoir rentrer chez nous, d'être surveillé par des drones, d'avoir des données qui sont collectées. Et donc, il y a un vrai risque. On l'a vu pendant les états d'urgence ou les moments des grandes tensions liées aux attentats terroristes. C'est aussi des grands moments de tension. Maintenant, les moments de tension des crises sanitaires, c'est des moments où ce type de danger, ce type d'entrave à nos libertés peuvent s'inscrire de manière durable dans le système. Et c'est ça qui est le danger qui nous guette aujourd'hui. Et on jouera notre rôle pour être vigilant et pour espérer que ce ne soit pas le cas. Mais il y a un vrai phénomène d'habituation et il y a un vrai phénomène, je pense, la loi de sécurité globale en France qu'on a voulu adopter juste maintenant, c'est maintenant le moment d'adopter une loi de sécurité globale qui entrave le droit de filmer la police, etc. Ça, il va falloir être très vigilant là-dessus. Il va falloir être très vigilant. Je peux vous garantir que la Ligue le sera. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait... Je vais dire un petit mot sur la culture parce qu'on est quand même ici et que j'ai envie d'en parler et que je n'ai pas pris la parole tout à l'heure. Mais on est, en tant qu'association de défense des droits fondamentaux à la Ligue, on est partie de la société civile, mais on est partie du système démocratique. On est aussi une association financée par les pouvoirs publics et c'est normal.
parce qu'on fait partie de l'équilibre démocratique et on revendique d'ailleurs ce financement public, parce que dans une démocratie, on doit jouer notre rôle de chien de garde de la démocratie, qu'on jouera aussi maintenant à cette sortie de crise. Je pense que ça devrait être la même chose par rapport à la culture. La culture est tout aussi essentielle à la démocratie et c'est pour ça qu'elle doit être financée par les pouvoirs publics et que ça n'est pas honteux parce que si vous n'êtes pas rentable, c'est que ce n'est pas intéressant ce que vous faites. L'enseignement, c'est pas rentable, ce sera jamais rentable. La santé, c'est pas rentable, ce sera jamais rentable. La culture, c'est pas rentable, ce sera jamais rentable. Il faut accepter ça. Et c'est rentable parce que je parle que de rentabilité financière et pas des autres aspects, évidemment. Et quand on aura accepté ça et que c'est le rôle des États de financer ça et de financer le bien-être collectif, je crois qu'on aura, et qu'on aura renoncé à la rentabilité de tous ces secteurs-là, je crois qu'on aura avancé un grand pas. J'ai un peu dépassé le cadre de la question, je suis désolée, mais j'avais envie de dire ça aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un, donc Lieven et Olivier, chez Fatima et Sarah? Non? Ok. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Olivia. Je veux faire une petite note. On oublie souvent, mais on devrait être très fier de ce fait, l'état d'exception n'existe pas dans la Constitution belge. Donc la Constitution belge dit clairement qu'il n'y a pas de voie légale à sortir de la Constitution. Donc on ne peut pas, comme dans la plupart des autres pays, comme en France, sortir, donc suspendre la loi. On ne peut pas suspendre la... On l'a fait, on l'a fait maintes fois maintenant. Et donc, moi j'étais un peu minoritaire parmi mes amis à signer un appel au Conseil d'État pour dire que le couvre-feu était inconstitutionnel. Donc je crois que là, il faut des actions. D'ailleurs, des spécialistes ont pris le relais et on dit au gouvernement il faudrait faire une loi spéciale parce que là, on est vraiment dans un truc très dangereux. D'ailleurs, cette habitude, ces mauvaises habitudes, l'armée, depuis les attentats, est toujours dans la rue. Donc maintenant, on parle que c'est plutôt un de ces quatre, ça va finir, mais quand même, ça fait, depuis 2016, ça fait un bon petit moment. Donc ces mauvaises habitudes restent. La loi de l'exception, que c'est, elle devient habitude ou règle. Et donc, je crois qu'il faut, de tout part, et évidemment, la Ligue des droits de l'homme est bien placée, mais aussi la société civile doit, même si ça fait un peu mal, dire, écoute, les politiciens, si c'est inconstitutionnel, il faut faire son boulot et se mettre autour de la table et faire quelque chose de constitutionnel. Voilà, très important, je trouve. Je suis assez légaliste sur ce point. Olivier Schutter, vous aurez le dernier mot avant que je passe la parole à Eric. Ah mince, quelle pression. Je Oui. vais être très rapide. Non, trois réflexions simplement. La première, c'est que, indépendamment du contenu des mesures qui ont été adoptées pour faire face à la crise sanitaire, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la succession de mesures très mal expliquées à la population, variant parfois de commune à commune dans la mise en œuvre dont elles faisaient l'objet, et très honnêtement, parfois très compliquées à suivre dans leur évolution. Et je crois que c'est une source de défiance entre les citoyens et citoyennes d'une part et les autorités publiques, c'est la manière dont on a manqué à communiquer de manière claire. Je dois dire que les choses se sont améliorées au fil des mois et notamment, je pense que le ministre de la Santé au niveau fédéral, Frank Vandenbroek, est excellent pédagogue de ce point de vue-là, mais je pense que c'est vraiment un problème pour le respect de la norme. Deuxième réflexion, c'est que oui, nous avons assisté à des restrictions très importantes des libertés auxquelles nous sommes en général habitués, ou nous avions été habitués. C'était justifié au nom de l'avis des experts. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement, complexe. Parce que d'un côté, on veut des politiques qui soient informées par la science, on ne veut pas que celles-ci soient ignorées ou écartées. D'un autre côté, on veut que les politiques assument leur responsabilité de faire des arbitrages entre
ce que disent les scientifiques quant au risque d'accélération de la contamination, etc., et les autres impératifs de la vie sociale. Et ça, c'est une tâche éminemment politique que de mettre en balance ces différents impératifs. On ne peut pas, comme politique, se réfugier derrière ce que les experts disent, mais on ne peut pas ignorer ce que les experts disent. Ça, ce serait irresponsable. Et c'est ça qui est un peu difficile. Maintenant, l'arbitrage lui-même, moi, je considère comme Olivia que si on avait fait participer des citoyens, si on avait fait participer les parlements de différentes collectivités belges bien davantage et qu'on avait mis en débat les mesures, on aurait non seulement renforcé la légitimité des mesures, on aurait aussi permis d'adopter des mesures peut-être moins liberticides parce qu'on aurait pu identifier des solutions alternatives aux solutions parfois très drastiques qui ont été mises en avant. Et puis, troisième réflexion, Olivia disait on risque de s'habituer à ces restrictions à nos libertés et il faut être extrêmement attentif à cela. Peut-être. Il y a par ailleurs une soif de retour à la vie d'avant qui est tout à fait importante. Et moi, ma crainte est un peu différente. C'est que l'on dise à présent, vous voyez, si vous voulez répondre aux défis du changement climatique, c'est ça la vie à laquelle il faut vous préparer. C'est un confinement généralisé. On met tout sous boisseau et on met l'économie en coma artificiel. Et combien de débats n'ai-je pas dû subir où on disait, mais vous voyez, vous qui êtes pour la transition écologique, en fait c'est ça, vous venez de la voir pendant 9 mois, et est-ce que vous voulez que ça dure? Et évidemment, on ne veut pas que ça dure. Mais les changements de mode de vie que la situation écologique appelle, et Lieve de Korte insistait là-dessus, perte de biodiversité, dérèglement climatique, il faut aussi s'y préparer. Et je crois que la crise, malheureusement, est un très mauvais exercice pour ça, parce que cette crise-ci, elle est provisoire, elle est longue, mais elle est provisoire, elle va s'arrêter un jour, alors que la crise écologique, elle est avec nous pour des années et des générations. Et donc, voilà, moi je suis assez pessimiste quant à la capacité pour cette crise à nous apprendre à changer de mode de vie de manière durable. Merci beaucoup à toutes et à tous. Peut-être que Eric pourra déjà réagir sur cette dernière intervention. Je voulais remercier Sarah Debouc, Lieve de Korte, Fatima Zibou, Olivier Schutter et Olivia Venet d'avoir été avec nous ce soir. C'était une soirée inaugurale de plusieurs débats que nous allons organiser. Nous allons mobiliser les chercheurs, les experts, la société civile à débattre ensemble d'un Bruxelles post-Covid. On parlera toujours de culture, d'économie, aussi d'enseignement. On a très peu parlé de la jeunesse et des petits, allant des petits aux étudiants, mais ce sera un sujet dont on débattra aussi tous ensemble au cours de l'année 2021. Je laisse la parole à Eric et de conclure. Je remercie Beaux-Arts, Beaux-Arts Agora, Fox in the City, Brussels Studies Institute. Et voilà, j'ai terminé. Tu peux y aller pour conclure. Oui, je ne veux pas peut-être conclure, mais pas synthétiser, pas terminer le débat. Mais j'ai pris des notes de beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, première réflexion, c'est que je pense que, il y a quand même assez un accord, je pense, si, c'est que dans les médias, dans l'opinion, ou l'opinion qu'on ait produite, on surestime la résilience du système actuel, comme si on pouvait retourner, et on sous-estime, et les deux sont liés, la profondeur de la crise. C'est-à-dire, il y aura sans doute peut-être la crise du virus va être contrôlée après l'été prochain, mais les effets structurels de la crise, je pense, dureront encore et peut-être seront alors rattrapés par une nouvelle crise écologique parce que, je veux dire, c'est pas avec ce vaccin-là, sur ce virus que la crise sanitaire, si on continue à détruire nos rapports avec la nature comme on est parti pour régulièrement des choses Donc, surestimer la résilience, sous-estimer la crise. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose pour secouer l'opinion publique à ce niveau-là. Deuxième réflexion, c'est que j'entends beaucoup d'idées, beaucoup d'analyses, et il y a deux réflexions par rapport à ça. C'est que, je pense que c'est Lieve qui l'a dit, l'analyse des idées doit aussi déconstruire d'autres idées et d'autres analyses. C'est-à-dire, il y a tout un terrain, disons, de sous-entendus, d'évidences qui
qui ne sont pas évidentes du tout. Trickling down, on lutte contre la pauvreté, à enrichir le système, comme si les pauvres allaient s'enrichir avec cette... Donc il y a quand même des choses qui ont maintenant empiriquement, qui sont empiriquement montrées que c'est injuste, que c'est fake news, et donc le débat doit être fait. De l'autre côté, nous ou les gens qui essayent de reproduire des éléments critiques, je pense que nous avons la responsabilité de les formuler d'une certaine façon, d'une façon plus pragmatique par rapport au post-Covid. La critique générale du système, la critique... Donc il faut voir, sortir de la crise d'une économie en coma, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour ne pas simplement ressusciter les anciennes méthodes. Et donc, je pense que nous sommes obligés à être plus pragmatiques. Donc, j'ai noté pendant un truc, en fait, un projet en 10 points post-Covid pour Bruxelles et de le mettre en débat serait une bonne chose. Se mettre d'accord entre les différentes... Parce que chacun, naturellement, plus de démocratie, plus d'économie locale, plus de culture, mais la transversalité dans ces idées doit être travaillée pour devenir pragmatique. Parce que les politiques, je pense, demandent un pragmatisme. Et donc, je pense que l'intellectuel ou le chercheur ou l'activiste doit être responsable par rapport à ça. Donc, un projet en 10 points pour le post-Covid, un truc qu'on pourrait mettre à signer aux gens, mobiliser à voir quel est l'accord de ça. Quelque chose de ce genre serait utile, je pense, pour sortir. Troisième question, vaste question, c'est le social. Il est clair que l'image, disons, de reprise est basée, comme Fatima l'a dit, sur cette image de la classe moyenne, société de consommation. On remobilise l'épargne qui, soi-disant, est déjà là et qui va réouvrir l'économie. Et donc la précarité, la pauvreté, qui est déjà, Marion l'a dit, un tiers des Bruxellois vivent sur ou sous le seuil de pauvreté, et ça va donc augmenter. Donc imaginons une ville à reconstruire avec 40% ou plus de pauvres. Je veux dire, donc, tout ce que vous avez dit sur inclusion, sur la lutte contre, etc. Et là, la grande question qui n'est pas encore résolue, c'est quelle est la part active que les pauvres doivent prendre dans la construction d'une issue plus solidaire. Donc, une des questions des idées reçues, c'est qu'on ne va pas résoudre cela en activant ou en redistribuant les anciennes méthodes. Donc, tous les débats des communs, de faire ensemble, d'inclusion culturelle, ça doit être pragmatique. Pas seulement convaincre les idées, les opinions, et donc des idées comme des quartiers solidaires, où le commun est construit à partir d'un inventaire. Faisons un inventaire quartier par quartier, et qu'est-ce qu'on peut faire pour inclure, c'est-à-dire une redistribution de proximité. Pas simplement CPAS et grands trucs, mais les voisins. Et donc, je pense que cette énergie solidaire pourrait être institutionnalisée d'une certaine façon, pas pour remplacer l'État, etc., avec des grands projets, mais dans des mini-projets pour que l'accessibilité à l'alimentation, à certains services de proximité. Et donc cette idée de quartier de proximité, d'inclusion, de proximité, à rendre cela coopératif. Pourquoi pas une coopérative par quartier à Bruxelles qui inclut toutes ces opérations-là, et la question du commerce local, mais comment remplir les trous dans le commerce local, les services locaux, l'activité des volontaires. Comment donc, ce serait possible de faire une coopérative par quartier, je pense, et de commencer cela. Quatrième remarque, c'est qui va mettre tout ça en place? Parce que donc,
il y a des appels, il faudrait. Est-ce qu'on demande ça? C'est une affaire éminemment politique. Et donc, ça dépend du politique, dans le sens noble du terme. Est-ce que nos partis politiques font encore de la politique? Est-ce qu'on n'est pas dans cette phase post-politique où tout est expertise, mise en place, gestion, management, et où on ne débat pas sur ces choses. Donc ma frustration, c'est qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas le débat politique là-dessus. Donc le rôle de l'État est de prendre la régie de tout ça. Donc pas seulement des services publics, ce qui est un élément très important, pas seulement de la réglementation, mais de prendre la régie de la société. Et donc je pense que là, la question c'est, est-ce que nos politiques vont faire ça? Il y a très peu de visibilité de Bruxelles dans les débats belges, etc. Donc il y a là un déficit politique, du personnel politique, vision. Il faut du leadership d'une certaine façon, et qui va prendre ça? Et donc si on n'a pas ça, le problème de la mise en place. Alors dernière remarque, c'est naturellement toute cette question du mental. Et donc on a dit, moi j'ai un peu peur, et donc, je ne suis pas pessimiste. Il ne s'agit pas, je pense, d'être pessimiste ou optimiste. Il s'agit de placer bien le volontarisme. Et une des questions du mental et de la place de la culture, de l'enseignement, etc., c'est de sortir de la crise par le haut et de ne pas... Enfin, ce que je crains, justement, c'est que certaines habitudes, certaines craintes, certaines peurs renforcent un certain égocentrisme, la peur de l'autre et la peur de l'autre culturel aussi, etc. Alors, ça doit être agréable de dépasser cette peur. Et donc là, je pense que la culture, il ne s'agit pas seulement de maintenir un secteur en vie, mais de leur donner une mission. Hein? Et c'est pour ça que je suis tellement favorable à ce projet Bruxelles 2030, capitale culturelle, parce qu'on pourrait commencer à discuter, c'est quoi la culture, la mentalité bruxelloise, l'interculturel, le cosmopolitisme, le multilinguisme, toutes ces questions-là qui sont absolument importantes. Et que donc, ce n'est pas seulement le spectacle aux Beaux-Arts qu'il faut faire, hein, même si, et surtout pas si le nouveau directeur est qu'un expert d'opéra pour refaire le Palais des Beaux-Arts. Non, ce qu'il nous faut, c'est des leviers de faire ce projet de ville et donc de s'insérer là-dedans. Donc, la question du projet, avec un art et une culture à Bruxelles réinventée. Je pense que le Kunstfestival des Arts doit faire une refonte. Il ne s'agit plus de montrer le monde en les amenant en avion avec des productions d'ailleurs pour les montrer ici. Le monde doit être produit à Bruxelles. Et donc il y a pas mal aussi de questionnements à ce niveau-là, comment l'ouverture mentale a besoin de cette créativité. Je pense que, donc, je pense que la crise est profonde, mais là, on est assez d'accord. Deux, que nous devons décomplexifier, rendre plus simples les orientations d'issue. Et donc, la porte d'issue doit être formulable en 10 points, avec des orientations que tout le monde peut comprendre. 3, je pense que la question sociale, et donc très concrètement, le logement, la qualité du logement, l'espace public, l'enseignement, l'accessibilité aux ordinateurs, etc., c'est des questions très concrètes que moi, pour une première phase, je mettrais dans la proximité. Faisons vraiment l'inventaire de maison en maison qui manque un ordinateur et est-ce que notre quartier ne peut pas les redistribuer à ce niveau-là. Et donc, c'est quelque chose de la solidarité, c'est quelque chose de concret. Il faut vraiment donner un coup de pied au cul de nos politiques, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire de la politique, qu'ils dirigent la société, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont responsables du secteur public ou des terrains publics en tant que managers, mais qu'ils nous donnent une orientation et un débat. Et puis je pense que l'art et la culture, les intellectuels, mais aussi l'école
parce qu'on n'a pas parlé de l'école bruxelloise, mais l'école a une grande mission du post-Covid et je pense vraiment que, et je termine avec ça, une des possibilités de rendre plus pragmatique, disons, les grandes idées, c'est d'en faire, je pense que pendant un an, l'année scolaire 21-22, les leçons du Covid et comment on va en ressortir doivent être un élément dans tous les secteurs culturels, dans toutes les écoles. Et que donc ça devient un cours ou une activité ou un projet, mais que donc tout le monde doit se former une idée sur qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on ne va plus faire et qu'est-ce qu'on va faire de mieux. Faisons une mobilisation de la société par les instruments de mobilisation, que les médias ont une rubrique à partir de septembre, à partir de l'été, pendant 15 mois, qui est la rubrique post-Covid. Et qui suit. Donc je pense que tout cela doit être vraiment planifié et que pour cela, tout le monde doit sortir de son rôle. Les institutions doivent collaborer à Bruxelles et pas faire leur propre truc sur leur propre terrain. Je pense que la transversalité est le mot-clé dans tout ça. Et donc sortir de son, comment on dit ça, de confort, sa zone de confort. Ne faire jamais quelque chose seul. Et donc, la Ligue des droits de l'homme n'est plus simplement une question de défense des droits, mais doit se frotter à la question de comment faire des comités de quartier. Et donc tout ça doit se frotter au problème de l'autre. Et comment moi je peux contribuer à la solution de l'autre. Et ça va un peu, parce que le grand problème, je pense, enfin, je termine vraiment, c'est que chaque lutte devient identitaire actuellement. Et donc devient sectaire. Et la reconnaissance, qui est un mot qui est revenu, est une reconnaissance de son État, mais n'est pas nécessairement une position sur comment tous ensemble on va en sortir mieux. Et je pense que cette question doit être posée dans chaque lutte particulière. Comment vous contribuez au bien-être pour tout le monde mieux, même si on a un certain focus. Et donc c'est un grand chantier, mais je pense que ceux qui y réfléchissent et ceux qui ont une possibilité ont une grande responsabilité, parce que sinon, il y a une crise d'implosion. Ce n'est pas une question de... tu as parlé du capsulaire, etc. Mais donc, l'implosion de la société est aussi une issue possible du Covid, je pense. Avec 45% ou 50% de pauvres à Bruxelles, les systèmes ne vont plus tenir la pacification de la société va s'arrêter. Il est absolument clair. Et donc, on sera dans une autre forme. C'est un peu le Capitole je ne dis pas, mais ce que Trump mobilise aux États-Unis, on peut avoir une opinion là-dessus, mais c'est toute une couche de la population. 70 millions de gens ont voté pour Trump, mais c'est une révolte, enfin, les gilets jaunes, tout ça, ça peut ressurgir dans le post-Covid si l'issue n'est pas bien pensée. Et je pense vraiment que parfois, c'est trop business as usual. Merci à tous. Voilà, notre soirée se termine à l'instant. Merci encore. Et voilà, restez informés de nos activités et participez, c'est important, au débat public. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci.